Cet homme a un talent rare et aujourd'hui unanimement reconnu. Il rend belles les actrices. César 2017 de la meilleure photo, Pascal Marty est né au cinéma un jour de 1966. Nous étions alors loin de Tôle, là où tout a commencé et où tout se perpétue, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Pascal. Ou plutôt dans votre village d'ailleurs. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Bienvenue dans ma famille. Hein. Exactement, dans la famille. Vous connaissez le principe de l'émission. On va retracer votre vie à travers les photos marquantes, justement. Et là, on est plutôt dans la jeunesse et dans la famille, effectivement. Là où tout a commencé, à Tôle. À Tôle, absolument. Alors, on va commencer avec ce portrait-là, si vous le voulez bien. Alors ça, c'est mon grand-père. Hein. C'est les deux grands-pères. Mes deux grands-pères. Ça, c'est mon grand-père maternel, Mathieu. Maternel, oui, et mon grand-père paternel, Toussaint. Voilà. Toussaint, avec qui j'avais des rapports très intimes, parce que beaucoup plus qu'avec mon grand-père maternel que... Mathieu Casalt. Mathieu Casalt, Toussaint Marty. Toussaint Marty, oui, donc pas trop de relations avec... Des relations avec lui, mais il est mort relativement jeune. Il est mort il est mort en 56, donc j'avais 6 ans. Et donc j'ai pas trop connu. Mais par contre, celui-ci, Toussaint, c'était dans sa maison, c'était sa maison, la maison familiale. Et je passais tous mes étés, toutes mes vacances là-bas avec lui. Et je l'aimais beaucoup. Et vous aimez beaucoup ses mains. Et j'adore ses mains. J'aime beaucoup cette photo à cause des mains, d'ailleurs. Ses mains à lui et les mains du voisin. Les mains du voisin, c'est un monsieur qui s'appelait Tsioane ou Pompier. Voilà. Donc ce sont des belles mains de paysans, des mains fortes, des mains avec des gros doigts, des grosses mains, des grosses mains de gens qui travaillaient la terre. Voilà. Et ce grand-père, avec ses grosses mains qui travaillaient la terre, elles se transformaient en caresses, j'ai l'impression, ses mains, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Pas quoi faire pour vous amuser. On est dans le jardin de la maison, là, avec lui, hein, bien sûr. Voilà. Vous êtes là. Et là, j'ai l'impression que sur cette photo, il y a un condensé un petit peu de... Alors, il y a un condensé de ce que, de ce que vous aimez dans la vie. Voilà, c'est ça. Mon grand-père, la maison, les ânes, les filles, bien sûr, et voilà. Et donc, il y a quelque chose... Ça se passe surtout dans le jardin de la maison, quoi, parce que ce jardin, il est quand même très habité de plein de choses, de plein de souvenirs, de toute une vie qui s'est passée là, enfin de plusieurs vies qui se sont superposées ici, quoi. Donc à chaque fois que je vois ces pierres de cette maison et ce jardin fleuri, c'est très... c'est aujourd'hui ma maison, en partie, donc j'en suis très, très content. C'est aujourd'hui votre maison et vous tenez absolument, Pascal, absolument à la garder en l'état, cette maison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette petite photo-là. Donc on n'a pas pu agrandir parce qu'elle n'est pas suffisamment bien définie. C'est une photo très ancienne. On vous reconnaît là, tout petit. Voilà, absolument. Tout petit, donc ça, avec votre arrière-grand-père, Pascal Marty. Absolument, lui c'est Pascal Marty, donc mon arrière-grand-père. Là, ça c'est moi. Et on est on est dans le salon de la maison, dans la salle on appelle ça la salle, hasard, la salle. Donc ce sont les mêmes meubles. Les mêmes vaisselles, la même cafetière que je reconnais, les mêmes tasses, voilà. Les mêmes qu'aujourd'hui, parce que 60 ans après, vous habitez encore dans cette maison, quand vous venez de Paris, vous passez tout votre temps ici. C'est ma maison. Et vous tenez absolument à ce qu'elle reste en l'état. J'essaye de la conserver en l'état, pas comme un musée ou pas comme un musée, mais comme quelque chose que j'ai toujours connu, et que j'ai toujours vécu, et que j'ai envie de continuer à connaître tel que c'est, quoi. Alors vous perpétrez la tradition familiale, on l'a vu avec le mobilier, mais même, j'ai l'impression, avec les enfants, parce que vous-même, eh bien on est là. Vous n'avez eu qu'un enfant. Je n'ai eu qu'un enfant. Et par contre, lui, il n'a pas un prénom de la famille Marty. Non, lui, il s'appelle Blaise. Il est avec votre maman, là? Il est avec ma mère, absolument. Devant la maison, toujours. Voilà, toujours les mêmes pierres de cette maison qu'on reconnaît. Ma mère, elle a une cinquantaine d'années, là. Mais si vous voulez, on va sur la photo d'à côté. Absolument, et on va la voir beaucoup plus jeune quand elle rencontre votre père. Absolument. Ça, c'est mon père et ma mère à Ajaccio, je pense. Ajaccio, sur le cours Napoléon, je crois, même, d'ailleurs. Parlez-moi un petit peu de votre papa. Mon papa, c'était un homme assez singulier, mon père. C'était un homme qui a fait beaucoup de différents métiers dans sa vie, qui a fait la guerre d'abord, la dernière guerre mondiale, qui a même participé à la libération de Paris. Et j'ai même retrouvé, quand ma mère est décédée, que j'ai vidé son appartement à Paris, j'ai retrouvé tout un tas de dossiers militaires sur mon père que j'ignorais totalement, notamment des citations pour bravoure au combat, des choses comme ça que je ne savais même pas que ça existait. Et Pascal, ce qui est intéressant, c'est que votre papa, effectivement, héros de guerre. Pas vraiment héros de guerre, mais quelqu'un qui avait fait la guerre et voilà, c'était une génération de Corses. Mon père était né en 1920, c'est cette génération qui a fait la guerre. Ils sont engagés à 19 ans en Afrique parce qu'il habitait en Tunisie avec Toussaint, qui a fait aussi une carrière en Tunisie de fonctionnaire. Donc il avait un frère qui est mort des suites de ses blessures à la guerre. Voilà, et là il a rencontré ma mère, Agathe.
Avant de parler de votre maman, votre papa, après la guerre, il ne veut plus entendre parler d'armes. Il n'y a pas Mon d'armes père, à il feu. n'y avait jamais eu d'arme à la maison et mon père me disait toujours, mais servez-vous de votre tête pour vous servir d'une arme. Il n'y avait même pas un fusil de chasse à la maison, il détestait ça. Il ne parlait jamais de la guerre, mon père, parce que je pense que ça avait dû quand même être un sacré traumatisme pour les gens de cette génération. Je suis très ému. Et ouais, voilà, donc non, il ne parlait jamais de la guerre, ça ne l'intéressait pas du tout. Enfin, ça, je crois qu'il avait été très traumatisé. Je pense qu'aussi la mort de son frère, il a été aussi beaucoup pour quelque chose, donc il ne parlait jamais, quoi. Et il faisait beaucoup de métiers. Votre papa, Mon père faisait beaucoup de métiers. Quand on dit quel métier il a fait, vous ne savez pas. Finalement. Non, je ne sais pas quel métier il a fait. Il a fait 50 000 trucs. Il a été chauffeur de taxi. À un moment donné, il a même travaillé. Il a dirigé un cirque à un moment. Enfin, des choses comme ça. Un peu une sorte de vie comme ça, totalement sans ancrage. Vous a appris la liberté, en fait, votre papa. Mais totalement, ouais. Donc mon père, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inculqué cet esprit de liberté et cet esprit de on fait ce qu'on veut un peu dans la vie, quoi. Donc, tout le contraire de votre maman. Ma mère, c'est une autre histoire. Exactement. Ma mère, elle vient d'une famille en Corse où les gens, après le certificat d'études, n'avaient pas forcément les moyens de payer des études à leurs enfants. Donc ma mère, qui depuis toute jeune rêvait d'être institutrice et rêvait de faire carrière dans l'enseignement. Dans l'enseignement, absolument. Quand elle a eu son certificat d'études au village Atoll, son père lui a dit, ma mère souhaitait continuer les études, venir à Ajaccio en pension et faire le lycée à Ajaccio. Et son père lui a dit non, mais on n'a pas les moyens de te payer ça. Elle a fugué. Elle a quasiment fugué. Elle a fugué pour faire des études. Elle a réussi à être institutrice. C'est incroyable. Donc elle a réussi à être institutrice. Elle est devenue institutrice et c'était un peu le bonheur de sa vie, quoi. Exactement. Et le bonheur de sa vie, on la retrouve là. Alors institutrice, elle est institutrice à Montreuil. À Montreuil, absolument. Ça, c'est son premier poste. Ça, son premier poste, c'était dans l'Aube. On n'est pas resté très longtemps. On est resté 2 ans. On est très vite venu à Montreuil, dans la banlieue parisienne. Et ma mère était très contente ici. Enfin, on la voit d'ailleurs très heureuse au milieu des élèves. En fait, c'est l'endroit où elle était bien, ma mère. Dans une salle de classe. Ouais, dans une salle de classe avec ses élèves, à leur faire des choses, à leur apprendre des choses. C'était une bonne institutrice, ma mère. Et vous, en fait, Montreuil, vous n'avez pas envie d'y rester. Vous n'avez qu'une envie, c'est fuir. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être à Paris pour m'approcher d'autre chose que de ce que je ressentais, de ce que je vivais à Montreuil, bien sûr. Votre père décède quand vous avez 20 ans. Mon père décède quand j'ai 21 ans. 21 ans. En 71. Et vous en profitez, entre guillemets. Vous vous dites, c'est le temps de voler mes propres ailes. Là, tout d'un coup, je pense que c'était le moment de s'émanciper de ça, quoi, d'une relation paternelle, puisqu'elle s'émancipait de soi-même, puisque mon père décédait, donc il n'y avait plus... voilà, donc je suis parti à ce moment-là, j'ai commencé à travailler. Ouais. Et bon, on va voir ce que ça a donné, ce début du travail. C'est dans la pièce d'à côté. Allez, venez, Pascal. Allez, venez, Pascal. C'est la mise au point, tenez, passez. Passez pour moi, je vous en prie. Merci. Installez-vous confortablement. Et vous allez vous laisser guider. Donc, on vous a quitté, vous quittiez Montreuil, mais on va quand même rester un petit peu à Montreuil, parce que quand vous avez 17 ans, vous aimez quand même, pour ne pas rentrer à la maison, justement, chez votre maman, ouais. Vous faites quelque chose, vous allez au cinéma. Oui, alors je traînais au lycée et je regardais des films. En boucle quasi pas en boucle, mais 3 ou 4 fois par semaine, je voyais un film. Et un jour Pour plus trop avoir plus par spleen que par vraiment intérêt cinéphilique. Donc voilà, et puis un jour, c'est rentré. Et puis un jour, vous êtes assis dans votre fauteuil, comme là tout de suite, et puis on diffuse ce film-là. Ah ouais, absolument, ouais, Blow Up, ouais, Blow Up. Et là, Blow Up. Choc esthétique. La choc esthétique et surtout, et surtout une vision du cinéma que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis aperçu que le cinéma, ça m'a fait découvrir un art cinématographique. Parce qu'en fait, c'était une sorte de divertissement ou de choses plus d'un divertissement. Et là, tout d'un coup, j'ai compris que c'était un art au niveau de la littérature, de la peinture, de la musique. Et c'est un film qui m'a totalement séduit et qui m'a précipité dans la fiction cinématographique. Vous faites des études de philo à cette époque-là aussi, après, vers 18 ans, vous ne savez pas trop quoi faire. Ouais, et puis votre papa, c'est votre papa qui vous avait fait décrocher un stage à l'ORTF en tant que journaliste. Ouais, c'est ça. Et là, quand vous êtes dans ce stage-là, vous vous êtes plutôt attiré vers les métiers de l'image, justement. Hein. Je trouvais les caméramans déjà beaucoup plus sympathiques et je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était beaucoup plus... Voilà. Et du coup, vous touchez vos premières caméras aussi. Voilà, exactement. C'était cette époque-là. Je commence à toucher mes premières caméras, une Éclair 7, une Coutan, là,
avec lequel je commence à filmer des choses comme ça. Et là, je commence à découvrir. Et là, ça commence à m'intéresser beaucoup plus que le journalisme. C'est-à-dire le rapport à l'image, là, il s'ancre vraiment beaucoup plus que le texte ou que le propos, quoi. Vous faites l'armée, d'ailleurs. Au sortir de l'armée, vous travaillez pour un marchand de cassettes vidéo, je crois, c'est ça? Loueur de vidéo, non? Pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe au sortir de l'armée? Parce que vous faites une rencontre. Au sortir de l'armée, je travaille comme stagiaire dans une boîte de location qui loue du matériel, qui loue des caméras pour le cinéma. Et là, dans cette société, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Viguier, qui était le patron de cette société, qui, comme on était stagiaire là-bas chez lui, on réparait, on nettoyait les caméras, on les préparait avant qu'elles partent en tournage, on les réglait aussi. Et de temps en temps, il nous envoyait en tournage. Et donc, j'ai commencé à être assistant opérateur là-dessus. Là. Et là, j'ai fait des très belles rencontres. Alors ça, c'était après. Ça, c'est Bruno Nuiten. Bruno Nuiten, j'étais son assistant. C'est une des rencontres. Voilà, c'est une des rencontres. Absolument. C'est une belle rencontre. C'est peut-être la rencontre décisive de votre vie, j'ai l'impression. Ouais, c'est la rencontre décisive. Parce que j'ai fait une quinzaine de films avec Bruno Nuiten, qui était un grand chef opérateur. Et ça, c'est sur Ciao Pantin. Là, c'est sur le tournage de Ciao Pantin, vous voyez. Et qui était un tournage très festif. Ça se voit d'ailleurs. Et avec Bruno, j'ai fait de nombreux films, beaucoup de films, et que des films intéressants. Puis il choisissait bien ses films, c'était un type bourré de talent. Il y a une vraie complicité, avec lui. Ouais. Et intellectuelle, oui, effectivement, fait, ouais, et effectivement professionnel. Il a un César quand même sur ce film. Oui, il a un César sur ce film, absolument. Et grâce à lui, en fait, vous allez partir aussi sur un autre film, c'est Force Agane. Absolument. Tout à fait, ouais. Et là, Force Agane, expliquez-moi ce qui se passe sur Force Agane avec Gérard Depardieu. Alors, Force Agane, ça, c'est le dernier film que j'ai fait comme assistant de Bruno Nuiten. C'est Bruno Nuiten qui a fait ce film comme directeur de photographie. J'étais son assistant. Et ça, c'est le dernier film qu'on ait fait ensemble. Sur ce film, on a vécu dans le désert pendant 8 ou 9 semaines, perdu en Mauritanie dans le désert, et avec Depardieu, justement. Et Depardieu, lui, à cette époque-là, il proposait, il avait le projet de faire une pièce de théâtre qu'il n'avait jamais faite, Tartuffe, parce qu'il a très peu joué au théâtre, même pas du tout. Je crois que c'est la seule pièce qu'il a faite au théâtre, le Tartuffe. Et donc, il voulait en faire un film. Et comme on était devenus assez copains sur Force Agane, parce que en fait, être dans le désert, c'est comme un peu être comme sur un bateau où on voit tout de suite avec qui de qui on est proche. Je suis devenu très copain, très ami avec Gérard. Et il m'a proposé de faire ce film, Tartuffe, ce qui était un peu mon premier film, vraiment. Tout seul comme chef opérateur. Chef opérateur. Voilà, c'est là où je suis devenu chef opérateur. C'est en partie grâce à Gérard Depardieu aussi, ouais, absolument. Ouais. Vous avez parlé du métier de chef opérateur. Et justement, attardons-nous un petit peu là-dessus. Ouais. C'est vous, là? Ça, c'est moi, ouais. Et alors, le métier de chef opérateur, moi, je croyais bêtement que c'est simplement aller mettre la lumière sur un plateau. Non, vous mettez aussi l'œil dans la caméra. Expliquez-moi pourquoi. Parce que chef opérateur, c'est quoi? Donc on est bien d'accord. Chef opérateur, c'est celui qui fait la photographie. Qui fabrique l'image du film. Voilà. Enfin, qui donne le visuel au film, le visuel filmique au film. Et moi, j'aime bien voir la lumière à travers la caméra. J'aime bien voir les acteurs jouer aussi à travers les caméras. Donc, c'est d'une époque où, moi, j'aimais bien faire les deux, quoi. J'aime toujours faire les deux, éclairer et cadrer, quoi. Parce que là, on est en 35 mm, et vous avez commencé le métier, vous étiez le premier spectateur du film, finalement. Vous voyez le film avant le réalisateur, c'était un rôle. Oui, parce que là, sur ces caméras, il n'y a pas de retour vidéo, personne d'autre que moi voit l'image qui est faite, là. Donc c'est moi qui en parle après au réalisateur, c'est moi qui lui dis ce que je vois, ce que je ressens, etc. etc. Donc c'est une provision très très privilégiée. Ouais. Complètement, le réalisateur découvrait finalement les images au montage, lui, donc il fallait vraiment faire confiance. Tout à fait. Et aujourd'hui avec le numérique, est-ce qu'il y a du changement? Oui, aujourd'hui avec le numérique, il y a du changement parce que l'image, elle sort d'une caméra que tout le monde peut voir, il y a les retours vidéo partout, tout le monde regarde, d'ailleurs dans une équipe technique, tout le monde est derrière les écrans vidéo et chacun regarde ce qu'il a regardé. La maquilleuse regarde que le maquillage, l'habilleur regarde que si les costumes sont bien, etc. etc. Donc le métier est plus facile aujourd'hui? Le métier est différent, non, pas plus facile, le métier est différent. C'est une belle technologie, le numérique. C'est une technologie qui a libéré plein de choses. C'est une technologie qui a permis à plein de jeunes cinéastes de pouvoir faire des choses parce que ça a beaucoup fait baisser les coûts de production. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement faire un film avec relativement peu de moyens en numérique. Mais en termes de chef opérateur, le numérique, c'est un peu un scanner, donc vous avez peut-être un autre travail aujourd'hui, la lumière aujourd'hui? Complètement, oui. La lumière se travaille totalement différemment en 35 mm ou en numérique, absolument. Ouais.
en 35 mm, il faut mettre de la lumière, faut que la pellicule elle soit traversée de lumière. Et alors qu'en numérique, il faut au contraire estomper la lumière, en mettre le moins possible. En fait, on éclaire avec des grands borgnoles noirs en numérique, alors qu'on éclaire avec des projecteurs en 35 mm. On continue. Ah ah. Là, on parle. Ouais. Donc ça, c'est avec Catherine Deneuve sur un film qui s'appelait Le lieu du crime, un film de Téchiné. Ça, on est en tournage dans le sud-ouest de la France. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Pourquoi ça vous émeut comme ça, cette Ça m'émeut énormément parce que, d'abord, j'aime beaucoup Catherine Deneuve, c'est une femme formidable. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'était pas simple de travailler avec elle parce que sur ce film-là, c'est un des premiers rôles où elle joue un rôle de mère. Donc, dans le film, elle est la maman d'un adolescent. Et donc, elle doit avoir 45 et quelque chose comme ça. Entre 45 et 50 ans, d'avoir cette photo, 45 je dirais plutôt. Et c'est le moment où elle commence à mûrir, à vieillir. On n'est plus dans l'image de Catherine Deneuve, blonde, très jeune, etc. etc. C'est une femme mature. Donc la photographier, c'était aussi très très intéressant et très, très fort. Ouais. Et très fort parce que j'imagine qu'avec les actrices, on a un rapport très fort. Puisque on a un rapport très fort elle est belle, ouais, c'est quand même grâce à vous. Ouais, il faut être très... Il faut une grosse confiance entre son chef opérateur. Ouais, il faut une grosse confiance, il faut établir cette confiance, il faut que l'actrice n'ait pas peur de son image. Et il faut la rendre belle, il faut bien sûr les magnifier, les actrices, évidemment. Vous aimez rendre belles les actrices, vous? J'aime beaucoup rendre belles les actrices, parce que je pense que c'est important Je pense que c'est important que les gens ils s'incarnent dans les personnes. Les gens délèguent aux acteurs. Ils se prennent pour des acteurs. Ils sont les acteurs quand on voit un film. Le mythe du héros, etc., etc. Et je pense que pour une actrice, c'est important. En plus, une femme, c'est un rapport très particulier à sa beauté, à son visage, au temps qui passe sur le visage, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une grande attention à y porter. Et c'est assez agréable de faire ça. Ouais. Catherine Deneuve. Alors là, Pascal, on a vu quelques photos que vous contrôlez. Hein, c'est des photos que je suis allé chercher dans les albums photos, même si cela vous surprend. Ce que je vous propose, c'est de vous surprendre peut-être encore plus. C'est d'aller sur le net, voir quand on tape votre nom, ce qui sort justement quand il y a Pascal Marty. C'est les photos qu'on trouve de vous, mais vous ne contrôlez pas. Allez, vous me suivez? Allez, je vous suis. Allez, venez. Venez, c'est par là que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Avec le petit chien, bien sûr. Évidemment. Voilà Pascal, on est dans la pièce surexposition, sous-exposition. Surexposition, sous-exposition, très bien. Et on peut dire que quand on tape votre prénom et votre nom... Ça fait 2 défauts, déjà. Non, justement. Pascal Marty sur un moteur de recherche, eh bien, on voit que dernièrement, vous avez été bien exposé. Hein. Regardez plutôt. Le César de la meilleure photo est attribué à... Pascal Marty pour France. Il s'agit de sa 3e collaboration avec François Ozon après Jeanne et Jolie et une nouvelle amie, mais il s'agit aussi de son premier César. Le choix du noir et blanc pour l'immense majorité des scènes de ce film s'est imposé au réalisateur devant l'impossibilité de reconstituer des décors suffisamment réalistes en couleur, faute de budget. Pascal Marty a débuté sa carrière au début des années 80 et a notamment travaillé pour Téchiné, Jean-François Stévenin ou Christine Pascal. Et oui, la carrière, on la connaît, justement, on l'a vu, la carrière. Quel sentiment? Question bête, mais... Fort, bien sûr. Fort, c'est impressionnant quand même. Ouais, ça fait très plaisir. Et oui, c'est un moment ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, bon, voilà. Et vous pleurez pas là, d'ailleurs? Non, je pleure pas. Parce que vous aviez préparé le discours, vous vous attendiez? Non, je m'attendais pas du tout. Non, je m'attendais pas du tout. Mais bon, je savais que la photo du film était bien. Je savais qu'il y avait un truc fort dans le film, un film en noir et blanc et tout. C'est ce film, hein? On parle bien sûr. Ouais, c'est on parle le film de France, ouais, hein, absolument. bien sûr. Donc voilà, c'est ce film dont on parle. Donc je me doutais bien qu'un film en noir et blanc, il y avait quelque chose comme ça. Puis le film est assez esthétique et je suis assez content du travail, donc j'ai trouvé que c'était une... Vous saviez que vous aviez vos chances, mais pas... Je savais que c'était possible. Je savais que c'était possible. Après, on ne sait jamais parce qu'on ne sait rien.
Donc après, tout est possible. Hein. donc ça aussi. C'était le 3e film avec François Ozon. C'est Troisième fini film. avec Ozon quand on a fait 3 films C'est pas fini avec Ozon quand on a fait 3 films, on a fait 3 films de suite, donc voilà, c'est bien, rencontrer un metteur en scène sur un premier film, on en fait un deuxième, on en fait un troisième, il y a la confirmation d'une confiance qui est là, et puis après c'est bien d'aller voir ailleurs, aussi bien pour les metteurs en scène que pour les directeurs de la photo, c'est bien de changer, le cinéma c'est l'art du mouvement. Et depuis que vous Et du changement. depuis que vous avez ce César, votre vie a changé, Pascal. Est-ce que votre téléphone n'arrête pas de sonner? On dit maintenant on vous veut. Non, Est-ce qu'il y a strictement rien n'a C'est changé. vrai Non, rien n'a changé. Ça m'a fait très plaisir à moi et j'ai ressenti que ça faisait plaisir à d'autres gens. Donc ça m'a encore fait plus plaisir. C'est le fait que ça ait fait plaisir à d'autres. Ça m'a beaucoup touché. Et à moi aussi, bien sûr, mais ça fait plaisir à d'autres. Ça, c'était formidable. Quand on regarde, quand on tape aussi votre nom, votre prénom, il sort ça aussi sur Internet. Vous avez un site Internet? J'ai un site Internet, ouais. pascalmarty.com. Ouais. Alors, on voit dans votre filmographie qu'il y a un trou entre 2006 et 2012. Oui. Et entre 2006 et 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Publicité. La publicité. La publicité, absolument. Dans ce genre de publicité. On la regarde et puis on en parle après. D'accord. Vous avez choisi celle-ci. Super pub. Oui, c'est une belle Super pub, ouais. Ouais, c'est une belle pub, ouais. Mais il n'y en a pas qu'une. Vous en avez tourné pendant 6 ans des pubs. Oui, j'ai fait beaucoup de publicité pendant 6 ans, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il s'est rien passé de spécial. Il s'est trouvé que je me suis trouvé un peu embringué dans le système publicitaire. Donc on m'en a proposé les unes à la suite des autres et j'avais beaucoup de plaisir à les faire. J'ai rencontré aussi des gens très sympathiques. Puis c'est difficile de dire non à la pub aussi parce C'est que je difficile pense de que dire ça non. paye bien, on Ça fait le paye tour du bien, monde. voilà, ça paye bien, on voyage beaucoup dans des très bonnes conditions, on voit plein de choses, on travaille beaucoup à l'étranger. Moi j'aime bien travailler avec des équipes étrangères, découvrir les gens au travers le métier, c'est un bon rapport. J'ai du mal à être touriste dans un pays, moi. Peut-être parce que je suis corse, mais donc je trouve que j'ai visité des pays de façon merveilleuse parce que justement, en y travaillant avec des gens, avec des équipes locales, donc ça c'est pas mal. Et il y a des pubs célèbres. Là, on a vu des pubs pour tous les pays. Celle-là, on l'a pas vue en France, Ouais. mais en France, Ouais. vous aviez notamment sur la pub Try to Remember avec la Oui, robe qui oui, tourne. oui, C'est oui, vous ça aussi? Oui, c'est vieux. Oui, toutes les pubs, je sais plus c'est quoi. On n'a pas le droit de dire la marque. On n'a pas le droit de dire la marque. Vous faites plus trop de pubs en ce moment? Non, je fais plus de pub en ce moment. Je suis revenu au cinéma. Là. Je suis revenu à mes premiers amours de cinéma d'auteur. Exactement. Français. Avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, c'est la voix humaine. D'accord. C'est l'ancienne voix humaine. d'accord. C'est une autre mise en scène justement. d'accord. Mais là, D'accord. vous sortez justement de ce projet, la voix D'accord. humaine. Oui, absolument. Une pièce de Jean Cocteau. Oui, tout à fait. Eh ben, parlez-nous-en un petit peu justement. Eh ben, c'est une pièce qu'a écrit Cocteau pour Édith Piaf, qui avait vécu une rupture amoureuse très forte. Et Cocteau, qui était son ami, qui était l'ami d'Édith Piaf, lui a écrit un monologue qui se passe au téléphone. On n'entend jamais la personne qui répond, donc c'est simplement un monologue au téléphone. Alors je vois effectivement ici c'est un vieux téléphone, etc. Nous, Oui, puis c'est pas la bonne actrice. Vous, c'est Non. avec Elsa Zieberstein, bien sûr. Exactement. Et c'est avec un iPhone et pas avec ça. Enfin, c'est même pas avec un iPhone, c'est avec un téléphone que je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est une actrice seule sur scène. C'est une actrice seule dans un décor unique, une actrice seule, 10 jours de tournage et 1h10 de film à l'arrivée, ou 1h20 même peut-être. Mais tournée par qui? Parce que c'est pas tourné par n'importe qui, Non, encore c'est une pas fois. tourné Vous par avez beaucoup de n'importe chance. qui. Ouais, c'est tourné par Roger Avary. Roger Avary, c'est un scénariste américain qui a été oscarisé pour Pulp Fiction, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario pour Pulp Fiction. C'est un peu tout le groupe de Quentin Tarantino, tout ça et tout. C'est un peu tout ce type de cinéaste américain, un peu en dehors des clous, quoi. Et lui, il a participé aussi à un film qui s'appelait Réservoir Dog à l'époque. Exactement. Voilà. Et c'était lui le réalisateur. On le voit sur les écrans quand? On le voit, je ne sais pas. Alors, Vous je savez sais pas. Là, vous exactement. contrôlez plus rien Non, là, je maintenant. contrôle pas. Là, non. Mais justement, vous ne contrôlez plus rien, même votre carrière. J'ai l'impression que ce film est terminé. Ouais. Là, qu'est-ce que vous allez faire demain? Ah, je vais passer du temps à Toll. J'ai profité de la Corse. Mais pas de retraite? Vous vous retirez pas sur ce César? Non, pas du tout. Non, j'ai envie de travailler, j'ai envie de continuer à travailler, bien sûr. J'ai surtout envie de continuer à faire des choix.
C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, en fonction de ce qu'on me proposera, je ferai les choix qui m'intéressent. Ou pas de choix si on ne me propose rien. Mais ce qui est marrant, c'est que là aujourd'hui, vous ne savez pas demain de quoi demain sera fait. Non. Professionnellement parlant, non. Professionnellement parlant, non. Enfin, le plus dur est fait, professionnellement parlant. Bon, en tout cas, on va suivre avec attention maintenant qu'on vous connaît beaucoup mieux. Merci. C'est la fin de l'émission. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit selfie quand même pour immortaliser le moment. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, donc c'est un téléphone. Je ne sais pas si vous voulez prendre le chien, tiens, mais pourquoi pas. Oui. Elle nous a accompagnés tout au long de l'émission. Allez, venez là, c'est ici que ça se passe. On reste à la lumière quand même. Oui, bien sûr. Quelle erreur, quelle faute professionnelle. Excellent. Comment elle s'appelle? J'ai même pas demandé. Vicky. Pascal. Merci à vous de dire des si belles choses aux gens. Merci à vous. Merci pour votre générosité. À vous. Et puis merci pour les bons films qu'on regarde grâce à vous et qu'on va continuer de regarder. Tant mieux. Pascal, à bientôt. À Toll, du côté de Toll. Bien sûr, je monterai vous voir. Absolument. Allez, ciao. Merci beaucoup.